Bonjour, bienvenue à notre cours de linguistique française pour cette unité 5, les questions de l'origine et de la spécificité du langage humain. L'origine du langage. 1866, l'interdiction de la Société de linguistique de Paris. En 1866, la Société de linguistique de Paris décide de refuser toute recherche sur l'origine du langage. Dans l'article 2, on peut lire « La Société n'admet aucune communication concernant soit l'origine du langage, soit la création d'une langue universelle. Les linguistes doivent se limiter à l'étude des langues naturelles déjà formées. Il leur est interdit de sortir de ce cadre. » La Société de linguistique de Paris justifie son interdiction à l'aide de nombreux arguments. Toutefois, d'après l'historien des idées linguistiques, Sylvain Auroux, aucun de ces arguments n'est véritablement probant sur le plan théorique. Alors, quelles sont les raisons de cette interdiction ? Pourquoi interdire toute étude portant sur l'origine du langage ? Il est probable que la Société de linguistique de Paris cherche avant tout 1. À affirmer l'autonomie de la linguistique par rapport à des disciplines nouvelles comme l'anthropologie et l'ethnologie qui s'intéressent également à la question de l'origine des langues mais avec des méthodes différentes. 2. À assurer ainsi le développement de la linguistique dans les institutions universitaires. 3. À maintenir la linguistique dans son paradigme culturaliste contre son paradigme naturaliste inspiré de la biologie et du darwinisme. Rappelons qu'à cette époque, le paradigme naturaliste avait donné lieu, en anthropologie physique et en linguistique, à des dérives racistes. Idée de race supérieure, inférieure, disposant de langue supérieure, inférieure. L'interdiction de la Société de linguistique de Paris marquera l'évolution de la linguistique. Plus de 40 ans plus tard, Ferdinand de Saussure se prononcera, lui aussi, contre les recherches d'origine. Je cite, « La question de l'origine des langues n'a pas l'importance qu'on lui donne. Cette question n'existe même pas. Question de la source du Rhône. Puéril. Le moment de la Genèse n'est lui-même pas saisissable. On ne le voit pas. » En 1975, c'est un nouveau départ de la recherche naturaliste. En 1975, en effet, se tient une conférence parrainée par l'Académie des sciences de New York, Origins and Evolution of Language and Speech. C'est à partir de cette conférence que les études sur l'origine du langage redeviennent respectables et recommencent à se développer de façon importante. Cette conférence renverse la situation créée par l'interdiction de la Société de linguistique de Paris. Elle remplace le paradigme culturaliste de la linguistique par un paradigme naturaliste d'inspiration biologiste. C'est une conférence pluridisciplinaire. Aux côtés de linguistes comme Chomsky, Fillmore, Katz, ou d'un historien des idées linguistiques comme Hans Harsleff, d'un philosophe comme Donald Davidson, interviennent de nombreux spécialistes de la psychologie cognitive, de la cybernétique et des sciences de la vie. D'après Stephen Arnott, un des éditeurs des actes de la conférence de 1975, les recherches sur l'origine du langage se sont rapprochées des sciences de la vie grâce aux travaux du linguiste américain Noam Chomsky. Je cite sur ce sujet Sylvain Auroux dans La question de l'origine des langues publiée en 2007. Sylvain Auroux. Comme en témoigne l'introduction de Arnott à la publication du fameux congrès de l'Académie de New York, la motivation provient de la grammaire générative. Dès ses premiers écrits, Chomsky classait la grammaire parmi les sciences de la vie et défendait l'innéisme. Fin de citation. En effet, dès les années 50, le linguiste américain Noam Chomsky
soutenait qu'il existe une grammaire universelle innée, c'est-à-dire donnée biologiquement à tous les humains, et dont les règles permettraient de générer, grammaire générative, tous les énoncés d'une langue. L'origine du langage, c'est aussi une coopération interdisciplinaire. Quand et comment est apparu le langage humain? La question est d'autant plus difficile que le langage, avant l'invention de l'écriture, n'a laissé aucune trace directe de son utilisation. Toutefois, de nombreuses disciplines scientifiques coopèrent aujourd'hui aux côtés de la linguistique pour en retrouver des traces indirectes. L'origine du langage est donc une recherche pluridisciplinaire. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, aux côtés de la linguistique, on trouve de nombreuses autres disciplines, par exemple l'anthropologie culturelle, la philosophie du langage et de l'esprit, ou du côté des sciences, comme on dit, dures, les neurosciences, la biologie, l'anthropologie physique et la génétique. Alors, l'origine du langage, les hypothèses de datation. Dans les années 80, l'hypothèse était que le langage est apparu assez tardivement, il y a environ 40 000 ans, à l'époque de la révolution symbolique, c'est-à-dire à l'époque du développement des arts préhistoriques au paléolithique supérieur, peinture, gravure, musique, parure, et d'outils de plus en plus perfectionnés. Vous voyez sur les deux photos en bas, à gauche, la flûte qui date d'environ 40 000 ans, et à droite, des peintures rupestres dans la grotte Chauvet qui datent d'environ 35 000 ans. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent, comme Derek Bickerton, que le langage humain fut d'abord un proto-langage, c'est-à-dire une forme primitive de langage avec un lexique, mais sans syntaxe, et que ce proto-langage se serait développé il y a environ 2 millions d'années avec Homo ergaster et Homo erectus. Voyons maintenant la spécificité du langage humain, et en particulier les 4 traits spécifiques du langage humain selon Hockett. Dans les années 60, le linguiste, structuraliste et anthropologue américain Charles Hockett propose 16 caractéristiques communes à toutes les langues du monde. Selon Hockett, 4 de ces caractéristiques seraient inconnues des autres systèmes de communication du monde animal et donc spécifiques au langage humain actuel. Voici ces 4 caractéristiques. Tout d'abord, la structure en double articulation, the duality of patterning. Ensuite, la créativité ou productivité, c'est-à-dire la capacité à générer ou comprendre des messages entièrement nouveaux et jamais entendus. Productivity. Puis, le déplacement, c'est-à-dire la capacité de parler d'événements distants dans le temps ou l'espace. Displacement. Enfin, la transmission traditionnelle ou culturelle. Traditional transmission. Dans son article intitulé The Origin of Speech, publié en 1960, Charles Hockett identifie d'abord 13 caractéristiques communes à toutes les langues du monde. Mais en 1961, lors de la première conférence internationale sur le sujet des universaux du langage, Hockett propose une liste étendue de 16 caractéristiques. Voyons maintenant la double articulation linguistique selon André Martinet. Le concept de double articulation linguistique que nous avons découvert chez Hockett a été en fait introduit en 1949 par le linguiste fonctionnaliste français
André Martinet, né en 1908 et mort en 1999. Pour André Martinet, cette double articulation est ce qui distingue le langage humain de tous les autres systèmes de signes non humains. La première articulation, les monnaies. Au niveau de la première articulation, tout énoncé est analysable en une suite d'unités significatives minimales. Ces unités significatives sont appelées monèmes. Chaque monème est un signe à deux faces avec un signifiant et un signifié. André Martinet distingue plusieurs types de monèmes. Parmi les monèmes principaux que vous pouvez voir dans ce tableau, il y a le monème lexical, qu'on appelle aussi lexème, par exemple comme maison, bien l'ensemble part dans partons, et puis le monème grammatical qu'on appelle aussi aujourd'hui grammème ou morphème, comme on dans partons, ir et on dans grandiront, et puis le synthème, c'est-à-dire un monème fait de plusieurs monèmes. André Martinet distingue également des monèmes autonomes, des monèmes fonctionnels, des monèmes dépendants et même des monèmes discontinus. Mais il faudrait une autre leçon pour en parler. La deuxième articulation, les phonèmes. Au niveau de la deuxième articulation, tout monème est analysable en une suite d'unités non significatives minimales. Ces unités non significatives ont une valeur distinctive car elles permettent de distinguer les monèmes. Elles sont appelées phonèmes. Vous voyez sur ce tableau, à gauche l'orthographe des mots, à droite leur transcription phonétique et la distinction des phonèmes qui sont les unités distinctives qui permettent de distinguer le sens des trois unités significatives, c'est-à-dire le sens des monèmes. Comme ici, vous voyez, le B permet de distinguer bateau de râteau et de gâteau. Le R permet de la même façon de distinguer râteau des deux autres mots. Pour André Martinet, la double articulation est un système économique. Elle permet, avec un nombre limité de sons, de composer un nombre potentiellement infini de signes et d'énoncés. Cette idée d'ailleurs que le langage fait de moyens finis une utilisation infinie, Wilhelm von Humboldt l'avait déjà exprimée. Nous l'avons vu reprise par André Martinet, puis par Charles Roquette. Nous allons maintenant la retrouver chez Noam Chomsky. Voyons maintenant la spécificité du langage humain selon Chomsky. Pour Chomsky, cette spécificité se résume à sa récursivité. Dans un article de 2002, le linguiste américain Chomsky et les biologistes Hauser et Fitch soutiennent l'idée que l'unique trait spécifique du langage humain serait la récursivité. La récursivité est la possibilité de produire des énoncés comportant des emboîtements ou enchâssements, embeddings en anglais, en nombre infini. La récursivité serait rendue possible par une opération syntaxique de base appelée merge operation ou opération fusion en français. Grâce à cette opération, deux unités déjà construites peuvent en former une nouvelle plus complexe. Vous voyez ici sur ce schéma cette phrase « You see yourself looking at yourself, looking at yourself » et les différents emboîtements qui consistent en réalité en une fusion de deux mots créant une unité nouvelle, plus complexe, et ceci à l'infini. Enfin, en théorie, car dans la réalité, des phrases qui seraient composées d'emboîtements à l'infini ne seraient pas compréhensibles. Vous voyez déjà cet exemple en français. Je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que cette phrase est impossible à comprendre. Effectivement, plus il y a d'emboîtements, plus il est difficile de comprendre la phrase.
Enfin, voyons maintenant une hypothèse émise par Chomsky et Robert Berwick à propos de l'apparition du langage. Dans Why Only Us? Language and Evolution, publié aux presses du MIT en 2016, Noam Chomsky et Robert Berwick émettent l'hypothèse que l'apparition du langage est due à une mutation génétique survenue en Afrique de l'Est il y a au moins 50 000 ans. D'après Berwick et Chomsky, cette mutation génétique aurait rendu possible l'opération fusion, merge operation en anglais, indispensable à la récursivité de la syntaxe humaine. Voilà, merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 6, la phonétique du français. Au revoir.